Bien, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, afin que nous puissions démarrer à l'heure. J'invite les derniers collègues debout à rejoindre leur place et à s'asseoir. Merci. Alors, une première annonce, il a été trouvé dans la salle une tablette et nous ne savons pas. Voilà. Bien, bon, après ces annonces à caractère commercial, nous allons pouvoir démarrer. Madame, Monsieur, chers collègues, chers camarades, nous vous proposons pour cet après-midi de la deuxième journée de notre Conseil syndical national de novembre d'assister à 2 tables rondes dans le cadre d'un colloque que notre organisation organise sur un thème « Un grand corps de l'encadrement ?» point d'interrogation. Je voudrais rappeler que cette démarche s'inscrit dans la continuité de ce que nous avions initié depuis le congrès de Biarritz en 2009, puisque à ce congrès, nous avions déjà organisé un débat qui portait sur autonomie et égalité, en présence de Nathalie Mons et Denis Meuret. Nous avons ensuite fait un colloque en novembre 2010 consacré à fêter les 25 ans de l'EPLE, une table ronde en avril 2013 consacrée à l'EPLE et la décentralisation, avec la participation de François Bonneau, vice-président de l'ARF, et de Jean-Charles Ringard, inspecteur général de l'administration. Et enfin, plus récemment, un colloque sur le thème « Quelle gouvernance pour l'État, les collectivités territoriales et les EPLE ?» Et c'était il y a environ un an, et à ce colloque, nous avions la participation de Madame Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel, de Monsieur Alain Bouvier et de Bernard Saint-Girons. Les 2 tables rondes qui vont se tenir cet après-midi devant nous s'inscrivent dans l'action syndicale que le SNPDEN souhaite promouvoir au moment où le ministère de l'Éducation nationale, à travers les fameux groupes de travail, les GT9, GT10 et autres GT, ouverts depuis un an, le ministère manifeste de l'intérêt pour l'évolution des corps d'encadrement. C'est donc autour de la problématique « Un grand corps de l'encadrement » que les intervenants présents à la première table ronde vont porter témoignage de leur propre déroulé de carrière, mais également nous faire partager de leurs sentiments sur ce thème. Je vais rapidement vous les présenter. François Boulet, directeur général adjoint au Conseil régional d'Aquitaine, Alain Bouvier, ancien recteur, Patricia Gaelazzi, secrétaire générale adjointe de la Conférence nationale des inspecteurs d'académie, et Ghislaine Matringe, inspecteur général de l'Éducation nationale honoraire, ancienne directrice de l'encadrement au ministère de l'Éducation nationale. La seconde table ronde nous permettra d'entendre le point de vue de 2 éminentes sociologues, Nathalie Mons et Hélène Buisson-Fenet, mais également de confronter leur opinion avec celle des actuels secrétaires généraux des syndicats de l'encadrement de l'UNSA Éducation. Après vous les avoir présentés, je voudrais dès maintenant, au titre du SNPDEN, mais en notre nom à tous, les assurer de nos sincères remerciements à chacune et à chacun d'entre eux, et également les assurer de notre profonde gratitude pour leur participation à ce colloque. Nous avons eu la volonté de réunir des intervenants issus d'horizons professionnels divers. Malheureusement, Madame Josette Théophile, ancienne directrice générale des ressources humaines au ministère, et Monsieur Pierre Moya, inspecteur général de l'administration, sollicités par nous, sont dans l'impossibilité d'être présents cet après-midi et ils nous ont présenté et leurs excuses et leurs regrets. Désormais, place au débat. Je cède donc la parole à Maryline Baumard, journaliste au Monde, que nous remercions très profondément d'avoir accepté le rôle toujours délicat d'animateur des débats. Bon après-midi, merci.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Michel d'avoir introduit donc, cette table ronde. Alors, on n'est que 4 au lieu de 5, ou plutôt je n'ai que 4 invités au lieu de 5, mais je crois que quand on aura pris les questions de la salle, quand nos interlocuteurs auront fait leur présentation personnelle et ensuite essayé de répondre à la question, il sera déjà pas loin de 16h30. Donc, même si nous aurions aimé accueillir Pierre Moya, je pense que voilà, nous sommes déjà assez nombreux pour ce sujet. Qui est un des grands sujets du moment. Alors, on va s'organiser d'une façon très simple. Puisque les présentations ont été faites, je ne vais pas les refaire, car vous êtes tous des bons élèves et je ne vais pas commencer à vous répéter les choses qui ont été dites il y a 5 minutes. Donc, on va, dans un premier temps, demander à nos intervenants de se présenter, ou plutôt de présenter leur parcours, puisque, bien sûr, leur parcours influe sur la vision qu'ils ont des réponses à donner à cette question centrale. Et puis, dans un deuxième temps, donc, ils nous donneront quelques éléments de réflexion, quelques pistes ou quelques réponses sur cette question de un grand corps de l'encadrement, point d'interrogation, comme nous l'a bien présenté Michel Richard. On va commencer par Ghislaine Matringe. Je donnerai ensuite la parole à Patricia Galeazzi. Et puis ensuite, ces messieurs termineront les présentations et les premières interventions avant que vous ne demandiez le micro, vous, pour aussi pouvoir poser des questions et avant que je ne relance le débat, si tout n'est pas clair dans les interventions ou si des choses déjà méritent d'être clarifiées ou précisées, dans un premier temps, je pourrais vous poser quelques questions. Donc, je vous passe la parole, Ghislaine Matringe, pour 5 à 7 minutes qui vont commencer donc par un résumé, si l'on peut dire, de votre riche parcours. Alors, merci et merci de m'avoir invité. Je suis toujours très contente de retrouver les personnels direction puisque je l'ai été moi-même et j'en ai gardé le plus vif, agréable souvenir. Alors, mon parcours est marqué par la mobilité, donc je suis une bonne illustration d'une multiple carrière puisque j'ai commencé comme professeur de lettres en collège et en lycée et j'ai travaillé 9 ans à l'étranger au Maroc puis au Gabon et j'ai été chargée de fonction d'IPR de lettres au Gabon. Et quand je suis rentrée en France, j'ai passé le premier concours des personnels direction. J'ai occupé 4 postes, proviseur adjoint à Carmaux, proviseur à Souillac dans le bâtiment, puis proviseur au lycée-collège Voltaire à Paris et proviseur de Fermat. Ensuite, j'ai été conseillère de ministre 2 ans, Monsieur Ferry et Monsieur Darcos. Et après, j'avais passé le concours d'inspection générale. Je suis devenue inspectrice générale de lettres. Et pendant 2 ans, de 2006 à 2008, j'ai été directrice de l'encadrement. Donc, j'ai connu le bonheur de travailler en administration centrale. Donc mon parcours illustre le désir de mobilité et également de promotion. Hein, voilà. Donc je trouve que le sujet, j'aborde directement sur le. Oui, je vous en prie. Alors je trouve que ce sujet est d'actualité, surtout au moment où s'ouvrent effectivement des grandes discussions sur le dialogue social. Et je vous exprimerai un petit peu mon point de vue qui est pas très simple parce que je trouve que c'est un sujet complexe et qu'il suscite beaucoup de questions et d'ordre différents. Voilà. Alors donc, je comprends que ce soit un sujet d'actualité parce que je peux particulièrement être attentive au désir de mobilité. Si je prends un chef d'établissement, les carrières commencent tôt, plus tôt qu'avant. Au bout de 20 ans de carrière, après avoir occupé plusieurs postes, on a envie d'accéder à d'autres emplois. Or, même si les procédures de détachement se sont assouplies, si on a la possibilité de passer des concours, de mieux faire valoir son expérience professionnelle, j'ai l'exemple de plusieurs chefs d'établissement qui sont devenus IPR, EVS, puis inspecteur d'académie, adjoint inspecteur d'académie, enfin IA d'Azen. C'est vrai que ce sont des exemples, mais en même temps, ces exemples ne sont pas si nombreux que cela. Et il y a plus de difficultés que l'on croit à être mobile dans l'encadrement de l'éducation nationale, pour des raisons extrêmement variées. Donc, comment réussir à la fois répondre à ce désir à la fois légitime de mobilité ascensionnelle, je dirais, mais pas seulement, c'est aussi utile pour l'institution, puisque les compétences qu'on acquiert dans les différents emplois sont très utiles à l'administration qui a besoin, et là aussi, d'évoluer dans les fonctions et de trouver des personnes capables de s'adapter et d'occuper des postes de responsabilité à des niveaux divers. Alors, la première, je verrai 3 points. Premièrement, les hypothèses possibles.
pour répondre à ces, dont la création du grand corps de l'encadrement. Deuxième question que je me poserai, c'est vers une nouvelle politique de l'encadrement. Et troisième question que je poserai, c'est quid de la professionnalisation des cadres aujourd'hui. Vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes thématiques. Alors, la création d'un grand corps de l'encadrement, si j'ai bien compris, qui intégrerait à la fois le corps des personnels de direction et d'inspection, mais sans doute aussi les cadres administratifs. Cela veut dire que ça touche à peu près, à la louche, 20 000 personnes. Et je pense que ce n'est pas demain, vu l'état actuel du budget de la nation, qu'on va créer ce corps. Alors je le dis très clairement parce qu'en général, quand on assimile des corps, on le fait en alignant sur le système le plus favorable. Et c'est l'accès à l'échelle B, qui est occupé actuellement, auquel peuvent avoir accès les administrateurs civils, par exemple, et les IAIPR. Et donc, en termes de budget, soit on décide de réduire les emplois, les postes, et on fait des économies sur ce point et on revalorise, il n'y a pas 36 solutions. Et l'état des finances publiques laisse penser que la solution n'est pas pour demain. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elle est exclue. Et ça veut dire aussi, et j'y reviendrai, on peut sans doute avancer par étapes, mais certainement pas, c'est pas un objectif, enfin c'est pas à mon avis, une hypothèse réalisable dans un délai très rapide. Première hypothèse. Deux autres pistes sont possibles. Assouplir les procédures de détachement. Alors, c'est tout à fait possible. C'est le moyen le plus aisé, finalement, de ce qu'on appelle fluidifier les parcours. Je suis à la fois convaincue que c'est une bonne façon, si vous voulez, de permettre justement cette mobilité d'un corps à un autre. Mais en même temps, je suis un petit peu prudente, et c'est mon expérience de directrice de l'encadrement qui me le fait dire, il faut mettre des garde-fous. Parce que parfois, les procédures de détachement, comme d'ailleurs les emplois fonctionnels, sont une façon finalement, on peut faire accéder à des corps des personnes dont le profil est, il faut là des garde-fous, préciser ce qu'on entend et dans quelles conditions c'est possible. Et il faut que l'administration se donne le pouvoir de revenir en arrière en cas d'inadaptation, etc. J'évoquerai simplement, dans le passé, il y a eu des cas où des gens ont été promus IAIPR et sont entrés dans les fonctions d'IPR mais n'ont jamais exercé ces fonctions. Ils sont restés, par exemple, IEN, responsable de circonscription. Bon, donc, si le détachement est possible et qu'on l'assouplit, pourquoi pas, et au contraire, mais ça veut dire qu'il faut vérifier que les gens ont les compétences pour accéder, moyennant, bien entendu, une adaptation à l'emploi, et qu'ensuite, ils occupent bien les emplois dans lesquels ils ont été détachés. Il ne faudrait pas que ce soit une promotion déguisée dans le flou le plus total. Voilà. Donc je le dis très clairement parce que les risques de dérive sont toujours possibles, même dans notre administration. Autre possibilité, la création d'emplois fonctionnels. Ça peut aller très vite. Et j'allais dire que la direction générale de la fonction publique a toujours été, dans le cadre de la modernisation, favorable à l'emploi fonctionnel. Un emploi fonctionnel, ça veut dire que, je donne un exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, de cadres qui travaillent autour des recteurs et dans les administrations déconcentrées. Ça peut être les directeurs de cabinet des recteurs, ça peut être les conseillers de recteurs de ceci, cela, les doyens, etc., les proviseurs vie scolaire. Donc, autant de fonctions. Et tout cela, ces personnes viennent de cadres d'origine, de statuts différents, ne touchent pas les mêmes régimes indemnitaires. Et finalement, c'est assez flou. Donc, pourquoi pas la création d'un emploi fonctionnel dans les services déconcentrés. Mais cela veut dire aussi qu'on ouvre très largement et bien au-delà de la fonction publique d'État. C'est évident qu'il y a là une ouverture possible. Alors, je voudrais, enfin, pour terminer, dans les autres pistes, il y a aussi les listes d'aptitudes, augmentation des promotions, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que le débat sur la création du corps unique ne doit pas occulter l'intérêt d'un dialogue social approfondi sur des questions autres. Vous voyez, c'est-à-dire que cette hypothèse-là ne peut pas occulter d'autres questions qui me paraissent très importantes et monopoliser l'attention. En particulier, je pense au corps des IPR disciplinaires, et j'y reviendrai, où l'écart entre le régime indiciaire et indemnitaire du corps vivier, les agrégés hors classe, et le corps d'arrivée, les IAIPR, est tellement réduit que c'est une des raisons, c'est pas la seule, au tarissement ou en tout cas aux difficultés de recrutement du vivier des inspecteurs.
N'oubliez pas que les personnels de direction ont connu des difficultés de recrutement dans le passé et que et beaucoup de pays dans le monde ont des difficultés pour recruter des chefs d'établissement. Donc cette question il faut aussi penser à d'autres sujets très importants. Alors, deuxième point, je passerai assez vite. Il est donc, si des mesures de revalorisation sont faites au fil de l'eau, il faut qu'elles se raccrochent à un cadre cohérent et il faut qu'elles renvoient à une nouvelle et vraie politique de l'encadrement. Il faut que cette politique de l'encadrement soit explicite, cohérente et projetée à terme avec des objectifs précis. Premiers objectifs, et il me paraît quels sont les éléments qui peuvent entrer dans cette politique de l'encadrement. Moi, je retiens 4 éléments, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Premier élément, quels sont les objectifs de cette politique d'encadrement ? On a une loi en 2013 qui fixe des objectifs très clairs en termes de réduction des inégalités, parce que l'annexe de la loi précise les résultats que nous avons en termes de panne de l'ascenseur social, même si c'est une formule creuse, et puis d'élévation du niveau général des élèves. Donc les objectifs d'une nouvelle politique de l'encadrement sont bien les objectifs de la loi, clairement. Comment faire mieux réussir les élèves globalement et tous les élèves sans exclusion. Le deuxième point qui me semble être important, c'est comment réussit-on à faire mieux réussir comment faire mieux réussir les élèves. C'est en accompagnant davantage les enseignants et en pilotant de plus près, par un pilotage de qualité et de proximité, le corps enseignant. Or, deuxième point, le fossé, l'éducation nationale me semble traverser une crise de confiance un petit peu généralisée. Crise de confiance, on l'a vu entre les parents et que ce soit les enseignants ou l'institution, les chefs d'établissement, mais aussi crise de confiance. Et ça, c'est beaucoup plus gênant. Il me semble que ça évolue dans le mauvais sens entre le corps enseignant et les cadres, que ce soit les personnels de direction et l'inspection. Il y a plusieurs enquêtes qui le montrent. Et cette crise de confiance est d'autant plus ennuyeuse que il faut justement qu'un autre climat s'établisse entre le corps des cadres. Si les cadres sont éloignés du terrain, éloignés du pilotage de proximité, l'écart va encore se creuser et le fossé et les tensions se tendre entre le corps enseignant et... je n'insisterai pas, mais vous voyez, il y a plusieurs enquêtes sur ce point. Troisième élément à prendre en compte pour une nouvelle politique de l'encadrement, je passerai rapidement parce que je pense qu'Alain aura M. Boulet auront des choses à dire à ce point, c'est la décentralisation et la déconcentration. Il est évident que les perspectives des nouvelles étapes vont transformer profondément la gouvernance du système éducatif et qu'une nouvelle politique de l'encadrement doit en tenir compte. Et enfin, dernier point, j'aimerais rappeler que même si on a l'impression que le budget de l'État, le budget de l'éducation nationale est un budget protégé pour l'instant dans le budget national, il ne faut pas oublier qu'une politique de l'encadrement doit aussi se soucier très clairement de toutes les contraintes économiques qui pèsent et budgétaires qui pèsent sur le budget de l'État. Et donc c'est une donnée à prendre en compte dans la politique de l'encadrement. Alors, ce n'est pas immédiat, mais exiger des cadres qu'eux soient en première ligne pour mesurer l'efficience des politiques conduites me semble une exigence non seulement morale, mais du bon sens à l'heure où on est dans des contraintes budgétaires fortes. Je terminerai donc cette intervention pour dire pour m'interroger aussi sur la professionnalisation des cadres et vous donner un petit peu mon sentiment. Ce sont des questions qui sont évidemment au cœur d'une nouvelle politique de l'encadrement. Alors, certes, et je reviens sur le grand corps de l'encadrement, il est évident que des compétences communes sont développées, quels que soient les cadres d'inspection, les personnels d'inspection, direction. Alors, je citerai parmi les compétences communes tout ce qui est gestion administrative, financière, gestion des ressources humaines, relations partenariales, etc. Il y a des compétences communes fortes qui permettent d'envisager le glissement ou le passage d'un corps à un autre, d'une fonction à une autre. Mais il y a aussi, et je ne voudrais pas que cette discussion sur le grand corps les efface, des spécificités propres au métier de l'inspection ou de direction. Je renvoie les personnels de direction se sont professionnalisés non seulement en France et dans le monde, et il faut les professionnaliser encore davantage, et les métiers de l'inspection en ont certainement besoin. Alors, les missions sont des personnels de direction, puisqu'on est devant une assemblée honorable de personnels de chefs d'établissement, chef ou adjoint, enfin de chef d'établissement, les missions ont été réactualisées très régulièrement.
Et si j'en crois ce que j'ai tiré là récemment, puisque c'est la semaine dernière que la ministre a publié les résultats des GT9, 10, 11 et autres, j'ai regardé de près, j'ai regardé ce qui était indiqué. Et j'ai trouvé des changements assez intéressants et qui ont aussi un petit peu attiré mon attention. Alors, dans le relevé de conclusion du GT9, j'ai comparé les relevés de conclusion du GT9 et les missions des personnels direction dans le début des années 2000. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on insiste toujours sur leur double rôle de représentant de l'État et de premier pédagogue de l'établissement. En ça, pas de changement. On retrouve bien les 4 domaines traditionnels sur lesquels est structurée l'activité des chefs d'établissement. Pilotage pédagogique et éducatif, mais on ajoute, alors que le pilotage administratif était le 4e point, il est rattaché au pilotage pédagogique et administratif. Si on faisait juste un coupé-collé, ça ferait une sacrée liste de choses à faire. Cette première, pilotage administratif, pédagogique, éducatif et administratif, c'est curieux pour moi. C'est curieux, ça me surprend. Je vais vous dire pourquoi. L'administratif est associé à l'éducatif. Il ne faudrait quand même pas, pour autant, oublier que le pédagogique et l'éducatif, pour un premier pédagogue de l'établissement, c'est prioritaire sur tout le reste. Deuxième point, l'agérage de proximité. Ça n'a pas changé et c'est une évidence, c'est très important même s'il reste des choses à faire. Relations partenariales, ça a toujours été le cas, c'était un des axes forts, mais on insiste sur les politiques éducatives territoriales avec les partenaires. Mais je trouve que l'évolution la plus importante, c'est la mise en œuvre de la politique académique et celle de la collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, les deux choses sont mises sur le même plan, c'est-à-dire politique académique, politique de la collectivité de rattachement. Et je crois que cette évolution-là, dans une politique de l'encadrement, doit être véritablement accompagnée, pas seulement pour la formation, qu'elle doit être réfléchie. Parce que, imaginons, dans un avenir assez proche, que le chef d'établissement, pilote de son établissement, va se trouver devoir concilier, lui, des inconciliables peut-être, entre la politique de l'académie et la politique de la région. Parce qu'il n'y a pas nécessairement convergence sur les deux politiques. Autre point, les inspecteurs du premier degré. Quid, je terminerai, corps unique de l'encadrement. On n'a pas, pour l'instant, résolu le problème de l'école du socle. Quid du rapprochement de l'EPLE du premier degré ? Est-ce que l'évolution du métier des IEN, si les directeurs d'école, la direction d'école va être attachée comme adjoint de collège ? Enfin, il y a toute une question là sur les métiers qu'il faudrait revoir. Et dernier point, les IPR. Les IPR, on évoque dans le GT 10, je crois, on évoque leur travail, leur mission. Pour le second degré, conseil aux établissements. J'allais dire, why not ? Pourquoi pas ? Sauf que ça comprend l'impulsion des réformes, l'animation et l'accompagnement des équipes, l'évaluation des enseignements et des enseignants. Un gros chantier qui, à mon avis, n'est pas abouti. Donc, quand on parle de professionnalisation, la question du corps unique ne doit pas masquer la spécificité des métiers et la nécessité d'accompagner les changements. Voilà. Si j'en crois les premières conclusions, je vous donnerai mon opinion un peu à la hache. Je crois que les avancées du ministère, les propositions qui sont faites, semblent aller dans le sens, effectivement, d'un rapprochement du régime indemnitaire et statutaire des différents corps. Donc ça va dans le sens d'une perspective lointaine de rapprochement des grands corps de l'encadrement. Mais en même temps, je dirais que ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il ne faudrait pas que ce rapprochement se fasse sur la seule compétence commune indiscutable qui est l'administration, parce que tout ce qu'on nous a appris par les comparaisons internationales, c'est bien par le pilotage pédagogique et éducatif qu'on arrivera à réformer l'école et non pas par encore plus d'administration, alors qu'on étouffe déjà dans notre bureaucratie. Donc j'ai été un peu longue et je m'en excuse. Oui, mais merci beaucoup pour cette perspective. Merci beaucoup pour cette mise en perspective bilingue, à certains moments. Why not? J'ai juste une question à laquelle je voudrais que vous répondiez par un seul mot. Est-ce que vous êtes favorable ou est-ce que vous n'êtes pas favorable? Est-ce que ça vous semble une bonne idée ou non, ce corps unique? Compte tenu et hors toutes les choses que vous venez de nous dire. Là, vous n'avez droit qu'à un seul mot. Ce serait oui ou ce serait non. Prenez donc le micro, vous ne seriez pas enregistré autrement. Bon, comme j'ai toujours l'habitude de dire ce que j'ai oui, mais en un seul mot, c'est non. C'est non, d'accord. Je m'en serais un petit peu douté, mais je préfère vous l'entendre dire.
Merci beaucoup et merci de vous être plié au jeu de la deuxième question qui est moins évidente encore que la première. On va passer la parole pour un deuxième regard avec un deuxième parcours, celui donc de Patricia Galeazzi. Bien, merci. J'ai moi-même commencé mon parcours comme institutrice pour finalement nombreux chefs d'établissement que je connais ici aujourd'hui. Sur une île en Corse, puis j'ai poursuivi sur une autre île à La Réunion en tant que maître formateur. J'ai passé le concours d'IEN à ce moment-là. Donc un an de formation sur Paris à l'époque au boulevard Bessières, puis une affectation dans Gers, Académie de Toulouse, puis la Polynésie et enfin le Var, puis un autre concours, celui d'IAIPR, qui m'a emmenée en Seine-Maritime. Donc l'académie de Rouen, et ensuite donc en tant qu'inspectrice d'académie adjointe à ce moment-là, et puis mes premiers pas en tant qu'inspectrice d'académie tout court dans l'Orne, académie de Caen, et enfin IA d'Azen en Seine-et-Marne. Voilà, donc académie de Créteil, et académie sur laquelle j'entame ma 4e année. Donc une vision effectivement assez mobile à la fois des métiers et également de la géographie. Et je me demande bien pourquoi on dit qu'il n'y a pas de mobilité possible dans le corps de l'éducation, dans l'éducation nationale. À vous entendre. Voilà, ce qui est très enrichissant parce que ça permet effectivement d'avoir un regard sur les invariants et les choses qui bougent, et finalement d'avoir un regard un peu peut-être encore plus pointu sur le système, sur le fonctionnement du système. Alors, c'est une question très complexe, hein, vous l'avez dit, Madame Matrin. J'ai un grand corps d'encadrement au ministère de l'Éducation nationale. Il y a plusieurs entrées possibles pour répondre à cette question. Des entrées un peu étroites, corporatistes, hein, qui aboutissent toujours au même résultat, c'est-à-dire que chacun reste campé sur ses positions et craint de perdre ses avantages, et donc reste plutôt dans une attitude attentiste et assez stérile. D'autres entrées sont possibles. Alors celle qui a été choisie, alors je précise que je représente donc la conférence des inspecteurs d'académie, et donc évidemment je ne parle pas ici uniquement en mon nom propre. Et donc l'entrée qui a été choisie est plutôt l'entrée par les missions exercées par les uns et les autres. Des missions effectivement où on retrouve des points communs, où on retrouve tout à fait l'aspect professionnalisation, mais aussi des missions où on trouve des différences. Alors, ces différences sont-elles nécessaires ? Faut-il les maintenir ou pas ? C'est la question sous-tendue qui là nous intéresse. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte à la fois national et mondial, européen et mondial, en mouvance, et le système éducatif, qu'on le veuille ou non, que ça apparaisse clairement ou non, est vraiment touché par ces trois dimensions. En interne, pour nous, ce qui concerne notre profession, le décret de janvier 2012 qui a présenté un peu différemment la gouvernance des académies a été quelque chose qui, au départ, pouvait faire craindre des fonctionnements qui ne seraient pas souhaitables ou, je dirais, au développement que l'on souhaitait dans le pilotage des académies. Il s'avère, au bout de quelques années, que la souplesse que ce décret introduit devient une véritable richesse, en fait, et permet une adaptation par les recteurs de la politique académique menée et des stratégies choisies qui s'adaptent réellement, qui peut s'adapter réellement vraiment à la réalité du terrain. Dans ce décret, on parle des adjoints de recteurs avec
2 catégories professionnelles qui sont d'origine tout à fait différente pour la plupart du temps, les secrétaires généraux d'académie et les inspecteurs d'académie d'ASEN. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'il puisse y avoir des allers-retours, en tout cas des passerelles également entre ces 2 métiers. On voit aujourd'hui de plus en plus de secrétaires généraux d'académie qui sont passés dans leur parcours par des inspections académiques et qui connaissent parfaitement, je dirais, la culture aussi bien du premier que du second degré et qui connaissent finement le fonctionnement du système. Et donc, même s'ils ne sont pas, je dirais, par essence des pédagogues, ont quand même ce regard et laissent toute la place à la pédagogie. Et de notre côté, certains inspecteurs d'académie, à l'issue d'expériences et d'acquisition d'une certaine professionnalité, de la gestion, je dirais, globale d'un département, à la fois dans l'articulation avec la partie administrative qui, pour être présente, et là je rejoins tout à fait ce que disait Madame Maîtringe, n'est quand même pas l'essentiel, puisque l'essentiel, ça reste et ça doit rester la réussite de tous les élèves. Et donc toutes les questions qui se posent, qu'elles soient administratives, financières ou d'organisation ou de formation, toutes ces questions tournent autour de cet objectif-là. Ils doivent rester autour de cet objectif-là. Voilà, donc quelques exemples récents de la professionnalité nécessaire pour diriger un département. J'en citerai quelques-uns. Il y a eu d'abord la réforme des rythmes scolaires qui a, je dirais, quelque part replacé les inspecteurs d'académie dans leur, j'allais dire presque trivialement dans leur jus, mais quelque part dans un sujet qui a fait que toutes leurs compétences, aussi bien techniques que relationnelles que pédagogiques, ont été mobilisées en permanence sur leur territoire pour arriver à mettre en place cette réforme avec l'accompagnement des corps d'inspection, bien entendu. Voilà, c'est quand même un exemple assez parlant. La mise en place des conseils école-collège, là aussi, par rapport à l'impulsion, par rapport à la mise en place de synergie autour de cette problématique, mobilise encore. C'est pas encore quelque chose qui est complètement réglé. Mais par exemple aussi la sectorisation des lycées qui se travaille essentiellement avec les collectivités territoriales et qui touche à des aspects politiques parfois très pointus en certains lieux. Donc ce corps qui accueille aujourd'hui aussi bien des personnels venus des corps d'inspection que des personnels de direction, a besoin effectivement pour fonctionner d'avoir acquis un certain nombre de compétences qui permettent de travailler dans un système complexe et en pleine évolution, pas un système qui reste. Enfin bon, c'est vrai qu'un système complexe, par essence, bouge. Il n'est pas statique, mais nous sommes quand même dans une période où les mouvements sont, je dirais pas quotidiens, mais presque. En tout cas, dans l'académie de Créteil, pour ceux qui y sont, je crois que c'est vrai, c'est quotidien. Bon, voilà. Donc cette notion également de territoire que vous vivez, puisque vous êtes dans votre établissement sur un territoire, vous représentez l'État, vous représentez l'institution, vous travaillez avec des partenaires locaux qui sont par extension un petit peu les mêmes que les nôtres, mais vous êtes une composante du système, comme les inspecteurs de l'éducation nationale sont aussi une composante complémentaire du système. Et je crois que la nouvelle mission qui vient d'être créée au ministère, la mission de l'encadrement supérieur, prend en compte cet aspect des choses, c'est-à-dire que dans l'ensemble des corps d'encadrement, il y a des personnes, alors évidemment pas toutes, mais qui, de par leur parcours, de par leur volonté, de par les opportunités qu'elles saisissent,
et leur ambition, parce que ce n'est pas un mot tabou, ça ne doit pas l'être, ont cette capacité à élargir leur champ de vision et à vouloir élargir leurs compétences et les réinvestir à un niveau beaucoup plus large. Et donc notre rôle aussi sur le terrain, et certains d'entre vous le savent, c'est de repérer ces personnes-là et de leur proposer et de les accompagner dans ce parcours qui peut leur permettre ensuite d'accéder à cette nouvelle mission. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je préfère parler de mission. Et c'est effectivement la mission aussi de l'encadrement supérieur qui vient d'être créée, qui a en charge de repérer et de nommer les personnes qui sont susceptibles d'y accéder. Voilà. Donc, faut-il répondre à la question ? Alors, vous aurez une question, mais vous n'aurez pas la même question, parce qu'on a bien compris que vous étiez tout à fait favorable. En revanche, j'ai envie de vous favorable demander, dans certaines conditions, parce que je pense que... Voilà. Justement, j'ai envie de vous demander les 3 conditions nécessaires, très résumées, en un mot chacune, pour que ce soit possible à moyen terme. Alors, je pense que le principe de réalité fait que ça ne pourra jamais être possible pour tous les personnels, ça paraît évident. Donc, progressivité. Ne serait-ce que le nombre, même pas, c'est le nombre. Et même si on se place dans l'évolution des collectivités territoriales, le nombre des inspecteurs d'académie sera, à mon avis, plutôt en baisse qu'en augmentation. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Donc, ça ne sera pas faisable. En revanche, les conditions, c'est peut-être l'aspect de gestion des ressources humaines des inspecteurs d'académie, parce que bon, je ne l'ai pas vraiment évoqué, mais dans nos missions de conseil et d'accompagnement, nous avons une proximité avec les personnels d'encadrement sur le terrain qui favorise la connaissance des personnes et qui nous permet soit d'accompagner, soit de solliciter, de susciter des potentiels. Voilà, c'est peut-être nous former, nous, davantage pour accentuer ce repérage et le rendre plus performant. D'accord. Ce seraient les conditions pour que ces missions communes puissent se dégager et être exercées. Voilà. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous demander de donner le micro à votre voisin François Boulet, qui va se plier au même exercice, donc d'une courte présentation de son parcours, suivi, puisque vous êtes passé de l'autre côté du... je vais vous montrer que c'est le même côté. Bon, d'accord. Alors, vous allez donc nous montrer ça avant de vous aussi aborder le sujet par l'approche qui vous semble la plus intéressante. Bien. Bonjour à tous, et en particulier à tous ceux que j'ai grand plaisir à retrouver. Pour mon parcours personnel, j'ai enseigné. Je suis ensuite devenu principal en Poitou. Et puis passé proviseur d'un gros lycée technologique, industriel et tertiaire dans la Sarthe. Ensuite, je suis parti dans le Gard pour diriger un lycée classique qui avait un collège à ses côtés. Donc, j'ai dirigé les 2 établissements. Et puis ensuite, je suis parti à Bordeaux pour diriger le lycée Montaigne. En 2004, j'ai passé le concours d'inspecteur d'académie, en même temps que Patricia, que je connais bien. Je suis donc parti inspecteur d'académie adjoint, DSDEN adjoint à l'époque à Paris. Et puis ensuite, j'ai été DSDEN en Corrèze, à un moment où un grand homme en fonction et un autre grand homme s'apprêtant à exercer les mêmes fonctions m'entourer de leur sollicitude, de leur grande attention. Et puis ensuite, je suis parti à la région, au Conseil régional d'Aquitaine, dans les fonctions de directeur général adjoint que j'occupe toujours. Je suis parti pour occuper les fonctions concernant l'éducation, le sport et la culture. Et j'ai maintenant en plus la jeunesse et les constructions. Donc un assez gros pôle de 150 collègues et à peu près 220-225 millions d'euros de budget par an. J'aborderai la question qui nous est posée par le biais qui s'impose à tous, je pense, c'est-à-dire quel est l'intérêt
de cette perspective d'un corps unique pour le service public de l'éducation. Et ensuite, je verrai si ça a un lien ou pas avec les réformes territoriales en cours. J'essaierai d'en déduire les conditions auxquelles ce pourrait être une bonne idée. Donc vous ne me poserez pas votre question parce que je vous répondrai sous condition. Et puis je conclurai. Quand je parle de service public d'éducation, je ne parle pas simplement de l'action de l'État. Je parle de l'action de l'État et des collectivités. Bien sûr, depuis la décentralisation, depuis les premières lois de décentralisation, cette action était complémentaire. Les uns transportaient les élèves ou construisaient les établissements scolaires et les autres étaient chargés de l'enseignement. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que depuis la loi de refondation, les choses ont réellement changé. Il n'y a plus d'action complémentaire. Il y a sur un nombre important de points une action commune. Quand on parle de carte des formations professionnelles, c'est une action commune. Et dans de très nombreuses régions, on a fait le point à l'ARF hier, le début des travaux, première perspective d'évolution de la carte, jusqu'à la préparation du CAEN et au vote par l'Assemblée de la carte des formations professionnelles, sont menés conjointement par la région et le rectorat. Il y a donc une évolution importante des relations entre les collectivités territoriales, les régions en particulier, et les services académiques depuis 1 an ou 2. Et c'est dans cette perspective qu'il faut sans doute se placer pour s'interroger sur la pertinence de ce grand corps d'encadrement. Sans parler pour l'instant du périmètre géographique des régions, je vais y venir. Donc à isopérimètre tant pour la géographie que pour les compétences actuellement. Qu'est-ce qu'on demande au corps d'encadrement une fois qu'on fait un peu abstraction du fait que les uns sont inspecteurs, les autres perdir et d'autres encore secrétaires généraux ou intendants d'établissement. D'abord, on leur demande de faire remonter les informations du terrain et parce qu'ils sont en liaison avec le terrain, de contribuer à l'élaboration, à la définition des politiques publiques, soit qu'il s'agisse de politiques propres à la région et au rectorat, soit qu'il s'agisse de déclinaison d'une politique nationale. On leur demande ensuite, sur le terrain, d'appliquer institutionnellement et pédagogiquement ces politiques, de les impulser au plus près des acteurs. Et troisième mission, me semble-t-il, on leur demande d'expliquer et de négocier sur place avec les élus locaux, avec les parents, avec les enseignants, avec les élèves, avec d'autres services de l'État parfois. Pensez par exemple à la relance de l'apprentissage en EPLE qui va impliquer des services de l'État qui ne sont pas ceux avec lesquels vous avez forcément l'habitude de travailler. Et de façon à montrer que les politiques qui s'élaborent ainsi sont des politiques réfléchies sur l'ensemble d'un territoire et qu'elles ne doivent pas se transcrire ensuite malheureusement par une série de micro-décisions qui traitent chaque école, chaque circonscription, chaque lycée, chaque collège séparément année après année. Voilà en gros les tâches qui me semblent être celles du corps d'encadrement, d'un grand corps d'encadrement, quels que soient les collègues et le corps auquel ils appartiennent actuellement. Face à cette situation, je voudrais faire 2 constats. Premier, c'est que, à part des parcours personnels tout à fait particuliers qui auraient permis à l'un ou à l'autre d'aller piocher des compétences en exerçant successivement toutes les missions et tous les métiers que regrouperait ce dit corps, personne n'a toutes les compétences actuellement. Aucun corps, en tout cas, n'a toutes les compétences pour exercer l'intégralité de ses missions. Les chefs d'établissement sont au plus près des usagers, mais ont quand même un contact assez lointain avec les élus la plupart du temps. Les inspecteurs pédagogiques du second degré sont porteurs très fortement de politiques pédagogiques, mais ne sont pas toujours en relation avec les usagers directs. Et je peux ainsi expliquer et continuer ma litanie en insistant sur la différence encore entre premier et second degré, malgré les efforts qui ont été faits, et ainsi de suite. Donc on a une première constatation qui a déjà été relevée par les 2 personnes qui ont parlé avant moi. Pour l'instant, les compétences, les métiers restent différents. La deuxième constatation que je fais, c'est que l'encadrement de l'éducation nationale, sauf peut-être les perdir et pas tous, n'a toujours pas compris ce qui se passait dans la décentralisation et la déconcentration. Je ne vais pas vous donner la très longue liste de mes aventures des 15 derniers jours où un proviseur écrit au recteur pour avoir des travaux dans le lycée.
Mais oui, non, mais je peux porter la lettre, j'enlève les noms juste. Ou alors je rencontre un DAZEN qui m'explique que la convention tripartite, c'est juste que le département ou la région signe en bas du contrat d'objectif entre le lycée. Je me demande où est le troisième partenaire là-dedans, et ainsi de suite. Bon, et je ne vous parle pas de la tête des candidats des concours de recrutement quand j'ai l'outrecuidance de leur parler des compétences des collectivités. De temps en temps, j'ai l'impression qu'on va me gifler. Donc nous avons bien deux problèmes, enfin en tout cas une double constatation quand on parle de ce corps unique. Premièrement, des compétences éclatées, dispersées, et deuxièmement, une prise en compte insuffisante de la décentralisation. Et à cela s'ajoute, j'en viens maintenant, Gisèle Matrin, j'en ai déjà parlé, à cela s'ajoutent les lois qui vont arriver. J'ai parlé de la loi de refondation qui a déjà changé beaucoup de choses. Et deux lois arrivent, vous le savez bien. La première sur le contour des régions, elle est imminente. Quoi qu'il en soit, du découpage final, on va avoir de très grands ensembles, 10, 12, 13 départements dans une seule région. C'est énorme. Et ça va forcément entraîner une réorganisation de l'administration territoriale et de l'État et des collectivités. À cela s'ajoutent les possibles transferts de la seconde loi qui devrait suivre au printemps, qui s'appelle loi NOTRe, vous le savez, qui envisage de transférer aux régions les transports scolaires, les collèges, la sectorisation, etc. et quelques autres points. D'ailleurs, il y a un colloque sur ce sujet après-demain du syndicat des DAZEN. C'est un sujet d'actualité et l'IGA-ENR est en train de faire le tour des rectorats et des régions pour interroger les acteurs. Si on part donc de l'hypothèse qui me semble souhaitable, qu'à une région correspond un rectorat, on va se trouver face à des ensembles qui ne pourront plus être gérés comme ils le sont actuellement. Et de surcroît, des ensembles qui vont regrouper des territoires avec des histoires et des situations sociologiques et des politiques régionales et des politiques rectorales qui se sont développées depuis des années, qui ne sont pas toutes les mêmes, qu'il va falloir traiter dans une nouvelle sorte d'unité à inventer. J'imagine mal qu'on puisse le faire dans le cadre du fonctionnement actuel des régions ou des rectorats. Je pense qu'on va avoir, de toute façon, sur des ensembles de 12 ou 13 départements, des sous-ensembles, des circonscriptions, je ne sais pas comment il faut les appeler, à la tête desquels se trouveront des cadres, sans doute d'un côté de l'éducation nationale et de l'autre des collectivités territoriales, des régions en particulier. Et que plus que jamais, la cohérence du discours et la cohérence des démarches sera indispensable pour pouvoir prétendre appliquer dans ces immenses territoires les politiques communes dont j'ai parlé au début. Et je prends comme exemple les contrats tripartites, j'en parlais tout à l'heure. L'ARF, l'Association des régions de France, en accord d'ailleurs et travail commun avec le CNP2N, est arrivé à une espèce de schéma, on espère que le ministère finira par l'accepter, qui montre bien ce que j'ai dit. Accord entre le ministère et l'ARF, d'abord sur des grands objectifs communs du service public. Le service public, je le redis, c'est les collectivités et l'État. Deuxièmement, déclinaison locale entre le recteur et le président de région. Et troisièmement, la tâche est confiée à l'EPLE de mettre en œuvre ces objectifs, à charge pour lui, dans le cadre de son autonomie, de trouver, de négocier les moyens, de trouver le plan d'action et de rendre compte. Je ne m'éloigne pas du sujet en disant cela. La cohérence des discours et des démarches de tous les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d'exercice, qui concourront à la mise en œuvre de ces politiques, sera de plus en plus importante. Ce sera même une condition de leur réalisation. Et peut-être la création d'un corps unique de l'encadrement ajouterait-elle à cette culture commune qui est déjà largement en œuvre, Gisèle Matrin l'a rappelé tout à l'heure, mais qui se heurte aussi à la réalité des métiers qui existent toujours. Notamment, cette culture commune sera indispensable, encore une fois, pour résister aux contestations locales de ces politiques globales. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui me paraît devenir de plus en plus important. C'est la contestation de la décision publique. On en connaissait des formes bénignes, on va dire,
sur les affectations des élèves, sur l'orientation, sur la fermeture d'une classe, le retrait d'une option à un lycée. On en connaît maintenant, bon, les événements récents nous y font penser, mais on en connaît maintenant des formes beaucoup plus dures. Et Sivens est bien sûr, dans tous les esprits, mais simplement dans ma petite situation, dans les 3 derniers mois, j'ai connu 2 situations, 2 cas, dont un aurait très bien pu finir comme Sivens, avec affrontement et des bricoles, hein, et des trucs qui ont été votés après tous les parcours de concertation obligatoire. Or, pour répondre à cette contestation qui me paraît s'inscrire maintenant dans le fonctionnement de la société telle qu'elle est, je vous renvoie aux analyses de Marcel Gauchet sur les sociétés autonomes, où finalement un avis vaut l'avis du voisin. Et ce n'est pas parce que tu es député que tu as raison, et moi je ne suis pas député, mais j'ai le même cerveau que toi, donc je ne suis pas d'accord. Dans ce cadre-là, il nous faudra un corps qui dispose à la fois de discours techniques inattaquables et de compétences de négociation sur le terrain. Et plus la décentralisation et la déconcentration avanceront, plus les interlocuteurs locaux seront identifiables et joignables. Et plus ils seront pris à partie, au moins pris à témoin, et au pire pris à partie. Voilà. Donc pour moi, l'objectif de ce corps unique, s'il doit se mettre en place, il est clair, c'est d'armer conjointement les collectivités et l'État d'un corps de fonctionnaires avec une forte culture commune et susceptible de permettre l'application des politiques conjointes sur l'ensemble des territoires. Les obstacles à cela aussi, je les ai redits, c'est l'éclatement des compétences et une relative ignorance de la décentralisation. Donc, pour mettre ce corps en œuvre et pour qu'il soit utile au service public, je vois 2 conditions. La première, ça a été déjà dit, je ne m'étalerai pas là-dessus, c'est qu'il va falloir une gestion très fine des parcours et des personnes. On ne peut pas imaginer, comme ça, sans précaution, qu'un IAIPR devienne du jour au lendemain chef d'établissement. Je ne dis pas qu'il en est incapable, je dis qu'il faut une formation entre-temps, et inversement, qu'un chef d'établissement devienne, je ne sais pas moi, d'Azen, comme il est passé de la 2e à la 4e catégorie ou de la seconde à la 1re classe. Donc une ressource, un traitement très fin des ressources humaines qui trie, qui accompagne les gens dans leur progression. Je ne parle pas des questions de nombre, ça c'est autre chose. Dans un grand corps, toutes les fonctions seront assurées. Il n'y a pas de fonction plus digne que l'autre, mais il y a des fonctions différentes. Et deuxième point, je le redis, c'est très important, il faut que ce corps investisse la fonction publique territoriale. La décentralisation, cas un cas, mais s'accélère. En tout cas, elle ne s'accélère pas, mais elle s'accentue. Vous allez avoir de grandes intercos. Vous allez avoir les métropoles, dont on ignore exactement pour l'instant les compétences, mais qui, au moins par convention, avec ce qui restera des départements et des régions, pourront avoir des compétences dans le domaine scolaire. Dans tous ces points, dans tous ces secteurs, il faut absolument que le cadre de l'éducation nationale soit présent. Alors bien sûr, exercer dans les collectivités territoriales, ça suppose l'acquisition d'un autre volet de compétences qu'on n'a pas spontanément dans son métier quand on travaille à l'éducation nationale. Peut-être des expertises dans des domaines comme le travail avec les élus ou la sociologie des organisations, des choses comme ça. Mais tout cela s'apprend. Et par contre, un cadre de l'éducation nationale dans une collectivité territoriale apporte aux élus quelque chose dont ils ont absolument besoin, c'est l'expérience métier. Et cela, on ne peut que déplorer l'absence ou la quasi-absence des cadres de l'éducation nationale dans la fonction publique territoriale. C'est un vrai problème. Et si ce corps doit être créé, même s'il ne l'est pas, il faut absolument que ce passage éventuel des uns ou des autres par les collectivités devienne un élément ordinaire d'un cursus banal de l'encadrement. Sans quoi, ces politiques communes, j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que c'est très important, ces politiques qui sont désormais communes ont beaucoup de mal à se mettre en place parce que les élus n'ont pas autour d'eux la compétence métier dont ils ont besoin pour traiter de façon efficace avec le rectorat. Voilà donc ce que je pense de ce corps et les 2 conditions auxquelles il me paraît pouvoir être
quelque chose de bien pour le service public, ce qui, au-delà des intérêts de chacun, est quand même l'essentiel de la question. Une gestion des ressources humaines très fine et très performante, et une interpénétration constante entre les services de l'État et ceux des collectivités. Merci François Boulet. Question subsidiaire, est-ce que ce ne serait pas stratégique que ce corps unique se mette en place en même temps, en parallèle, juste après, dans la continuation de ces réformes territoriales? Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique? Je pense, vu ce que je viens de vous dire, vous comprenez bien que ma réponse sera positive. Je pense simplement que c'est déjà compliqué, visiblement, de faire la réforme territoriale, mais c'est en marche. Donc ça va bien finir par aboutir. Je pense que c'est aussi très compliqué de créer ce corps unique, et la grande expertise de Ghislaine Matringe l'a bien montré, et là je pense que ça prendra un peu plus de temps. Mais même à partir, je lance un appel vibrant, même à partir des corps actuels, ce que j'ai dit reste vrai. On ne peut pas travailler avec des fonctionnaires qui, dans leur ensemble, alors bien sûr il ne faut pas qu'il y ait que des profs comme me dit le président Rousset, il ne faut pas qu'il y ait que des profs non plus à la région. Mais quelques-uns, quand même, ça fait du bien. Merci beaucoup de cette précision. Alors, à votre tour maintenant, Alain Bouvier, avec un autre regard, un autre parcours, de répondre à notre question après vous être présenté et nous avoir un petit peu rappelé votre parcours. C'est automatique. C'est automatique. Vous m'entendez? Très bien. Alors d'abord, je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de prendre une habitude de venir fréquenter les... Oui, mais c'est une bonne habitude, non? Oui, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Et puis, j'ai été surpris parce qu'il y a quelques jours, une personne qui n'est pas encore arrivée, mais qui va sans doute venir, m'a téléphoné en me soupçonnant d'avoir inspiré le thème d'aujourd'hui. Alors j'ai dit non, mais pas du tout. Non seulement je ne l'ai pas inspiré, mais, sauf erreur de ma part, je crois n'avoir jamais écrit sur le sujet. Donc ça m'a un peu perturbé, pour tout vous dire. Et j'ai essayé d'y réfléchir un peu comme on ferait un exercice, sachant, pour répondre à votre question, que ma carrière, je l'ai faite essentiellement dans l'enseignement supérieur, à l'exception de quelques années passées dans un rectorat à Lyon comme conseiller technique, chef de MAFPEN, et à la tête du rectorat de Clermont-Ferrand. Je suis dans des fonctions essentiellement universitaires, passées, présentes et encore actuellement, au sein desquelles j'ai pu exercer des responsabilités qui sont parfois proches des vôtres, mais dans l'enseignement supérieur, ce sont d'autres règles, d'autres modalités, et les comparaisons ne sont pas faciles. Et par ailleurs, vous le savez, il n'y a pas l'équivalent de l'inspection dans l'enseignement supérieur, même si les IGRENR peuvent venir collaborer au sein des universités sur des champs qui sont soigneusement balisés, et ça se fait toujours avec beaucoup de précautions de part et d'autre. Alors, à propos de la question que vous vous posez, de façon certainement très légitime, j'ai essayé de me demander quels seraient, à mes yeux, de façon vraiment non réfléchie, les avantages et les inconvénients d'une telle évolution. Et il y en a une qui m'a semblé évidente, mais peut-être est-ce une fausse évidence, dans un système que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, qui est très bureaucratique et qui est particulièrement rigide et cloisonné. Peut-être pourrait-on trouver là une occasion de mettre un peu de flexibilité. On a un dispositif qui est non seulement taylorien, mais un bel exemple du Fordisme, où les échanges sont difficiles. On les évoque tout le temps, bien entendu. Collaborons. Mais on sait très bien que toutes celles et tous ceux qui essayent de le faire ont plus de chances de se heurter à des obstacles que d'avoir des réussites immédiates. Et donc, il m'a semblé que mettre un peu de flexibilité et sortir du taylorisme
à mes yeux, c'est certainement une voie intéressante. Alors, d'où peut venir la difficulté? Alors, il y a toutes celles que Ghislaine Matringe a évoquées ou que d'autres ont évoquées. Moi, je suis sensible aux cultures professionnelles. Or, il me semble que pour les personnels auxquels nous pensons, auxquels vous pensez, on rencontre 3 cultures professionnelles qui sont fondamentalement différentes et difficiles à articuler. Il y a d'une part ce que j'appellerais la culture administrative au sens classique du terme, que l'on va retrouver chez les administrateurs civils, que l'on va retrouver chez les secrétaires généraux, chez les jadis de façon notable chez les casus, aujourd'hui chez les attachés. Je me suis demandé s'il fallait placer là les DAZN dans cette culture administrative. Bon, ça mérite une discussion. Et si on regarde bien dans ce secteur-là, les personnes qui y sont déjà d'une origine très variée, ont bénéficié de formations assez différentes auprès d'instances et d'institutions qui ne sont pas les mêmes.